Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans le podcast La Sueur. Bonjour mon cher Polydomso, toujours au rendez-vous. Alors aujourd'hui, on parle Islam Makhachev, on parle Rafael dos Anjos, on parle Marvin Vettori et on parle Paulo Costa. Pluie de combats annoncés la nuit dernière à l'UFC. En plus, tout le monde nous salue puisque nous sommes en direct sur Twitch. Ravi d'échanger avec vous. Peut-être que Polydomso va répondre à quelques questions, on ne sait pas, on verra s'il est d'humeur aujourd'hui. Mais avant toute chose, on lance le générique. Bon, alors on va commencer directement par Islam Makhachev contre Rafael dos Anjos. On en parlait pas mal avant, on était là en train de se dire pauvre Rafael dos Anjos, il a déjà donné avec les lutteurs. Et là donc ça a été officialisé le 30 octobre prochain à l'UFC 267 à Abu Dhabi. Rafael dos Anjos affronte un lutteur en la personne d'Islam Makhachev, numéro 5 de la catégorie, et RDA qui lui est repassé numéro 6. Ouais, Rafael dos Anjos va tous se les faire sur les deux catégories. C'est son destin. Je sais pas ce qu'il a fait dans une vie préalable, dans une vie antérieure. Il a dû escamoter une compétition de lutte ou quelque chose comme ça. Enfin, bref, c'est son karma. C'est pas un match-up facile pour dos Anjos, très clairement. Et je pense que pour Islam Makhachev, c'est le combat, on va dire, le plus. Je dirais pas que c'est le plus safe, mais disons que d'un point de vue match-up, c'est celui où part avec le plus de billes. Enfin, il a plus de chances de gagner ce combat. Ouais, je pense que ouais, c'est un match-up qu'il favorise. On sait que dos Anjos n'aime pas du tout les lutteurs étouffants comme ça. C'est un truc qu'il apprécie pas. Dos Anjos, c'est quelqu'un qui aime bien mettre la pression avec son striking. Il a une lutte qui est pas mauvaise, hein, même meilleure que la moyenne des combattants, mais pas suffisante pour faire face à des mecs comme Colby Covington, comme Kamaru Usman, comme Khabib, comme Islam, je pense également. Tu vois. Donc on sait, tu vois, c'est un peu je vais dire, c'est un peu sa kryptonite à Rafael dos Anjos. C'est pas le type de combattant qu'il apprécie affronter. Et bon, et surtout là, en plus, il vient de faire son retour dans la catégorie des lightweight. Très honnêtement, et je le dis en toute sérénité, parce que je suis un fan de dos Anjos, donc je peux le dire. Je pense qu'il était surclassé en fait dans le ranking de l'UFC. Il était 6 ou 5 Il était 6 grâce à sa victoire contre Paul Felder. Ouais, je pense que 6 c'était un peu trop pour lui actuellement dans cette catégorie. C'était plus justement pour en fait c'était plus pour prendre en compte ses accomplissements précédents et le fait qu'il ait été dans les top 10 des deux KT pendant très très longtemps. Mais en réalité, une victoire sur un Paul Felder qui revenait en plus en short notice, je pense, pour affronter Rafael dos Anjos. Pour moi, ça ne mérite pas, ça ne te confère pas une place de top 6 ou de top 7 ou même de top 10 dans la catégorie lightweight. Donc, on a un Rafael dos Anjos qui est plus tout jeune, qui a changé, qui a fait le yo-yo entre les deux catégories et dont la dernière victoire, c'est contre quelqu'un qui lui-même était sur la porte de sortie. Donc, je pense que son classement ne correspond pas à son niveau actuel, même s'il est très bon, hein, je ne le nie pas, mais il est, je pense, trop haut par rapport à son niveau actuel. Et en plus de ça, il va affronter quelqu'un qui est un des meilleurs lutteurs, enfin, on pourrait même dire le meilleur lutteur en enchaînement de la catégorie, quoi. Donc c'est chaud pour Rafael dos Anjos. Je suis un peu Moi, de toute façon, les gens de la sueur connaissent mon point de vue sur la carrière d'Islam Makhachev. Je pense qu'il prend la route la plus safe et que c'est pour ça que ça met trop de temps en fait pour monter. Parce que là, encore une fois, il est 5. Bon, il est 5 en ayant battu un 15.
il était 10, il a battu le top 15, il est monté 5e. Parfait, logique. Ouais, non, tout à fait logique, bien sûr. C'est pour vous montrer comment les rankings fonctionnent à l'UFC. À côté de ça, Diego Ferreira enchaîne les combats et tout, a enchaîné des combats pour arriver péniblement jusqu'à la 13e ou 14e place. Bon, c'est comme ça, hein, ça correspond les rankings. De toute façon, c'est l'UFC qui les fait. Moi, déjà, je trouve ça une aberration. Tu peux pas être juge et parti au même moment, mais bon, ça correspond à l'agenda. Il fallait faire monter Islam Makhachev. Et je vais être tout à fait juste, ils le font partout. Hein. C'est-à-dire, c'est pas propre à Islam Makhachev. Ils l'ont fait. On se souvient de l'infamous Conor McGregor qui affrontait Denis Siver. Le terrible Denis Siver. Qui était pas dans le top 15 et la veille du combat qui était monté genre 12 ou 13. Enfin, c'était complètement artificiel. C'était sorti de nulle part. Bah, c'est un peu pareil. Là, ils le montent top 5. Ils auraient pu carrément le mettre top 1 s'ils voulaient. Hein. Je veux dire, partis comme ils sont partis. Là, il va battre. Alors, il est 5. Il va probablement battre Rafael dos Anjos qui est 7. Et ils vont le faire monter. Ils vont pas le laisser en 5 de toute façon. Donc, je pense que moi, j'aurais plus aimé un combat contre Benay Dariush ou contre un mec comme ça. Tu vois, je pense que ça aurait eu plus de sens dans l'évolution de la carrière d'Islam Makhachev. Et c'est ce qu'on nous dit dans le chat, mon cher Polydomso. Là, il y a une petite propagande pour un combat contre Dariush qui, lui, est classé numéro 3. Et c'est vrai que là, on aurait pu en apprendre aussi un petit peu plus sur Islam Makhachev. C'est un combat qui est beaucoup plus compétitif, je pense. Dariush est à un stade de sa carrière où il est, je pense, plus haut et meilleur que Rafael dos Anjos. Ils ont un style qui est un peu similaire. Ils viennent tous les deux. Enfin, ils ont été tous les. Alors, Benay Dariush et Kings MMA, RDA l'a été. Mais ils ont un style qui se ressemble. C'est des mecs qui sont très complets, qui aiment bien mettre la pression. Ils ont subi le traitement. En fait, originalement, c'est des grappleurs tous les deux, mais ils se sont améliorés grandement leur striking. Et c'est grâce à Rafael Cordero qui, moi, personnellement, c'est un des entraîneurs que je préfère parce qu'il arrive justement à prendre des modèles comme ça de grappleurs un peu athlétiques, mais qui ont un peu des faillites en striking et même des faillites un peu en lutte. Et là, il va en faire des combattants de pression très complets qui, sauf s'ils tombent sur des hyper spécialistes meilleurs dans un domaine qu'eux, bah, sont généralement bons contre tout le monde. Tu vois, Benay Dariush, ce qu'il fait, c'est, je pense qu'il peut battre énormément de gens dans la catégorie. Il faut vraiment qu'il tombe sur un striker qui a un très très gros avantage sur lui ou un lutteur qui a un très très gros avantage sur lui pour qu'il perde, tu vois. Donc je trouve ça j'aurais trouvé ça plus intéressant. Maintenant, je pense qu'en termes de match-up, même si Benay Dariush est d'un très très bon grappleur, on voit ce qu'il a fait par exemple face à Diego Ferreira, il a contrôlé, ou face à Tony Ferguson, même si ça n'a plus autant de pertinence qu'avant. Il est pas non plus, c'est pas non plus le meilleur des lutteurs, Benay Dariush. Je pense il est probable qu'il rencontre les mêmes difficultés de Rafael dos Anjos face à un modèle comme Islam Makhachev. Mais ça aurait plus de sens parce qu'au moins Benay Dariush n'est pas en déclin. Tu vois, il n'est pas sur sa dernière partie de carrière. Contrairement à RDA. On va passer à la catégorie middleweight, mon cher Polydomso. Parce que chez les middleweight, ça y est, ils souhaitaient s'affronter. Marvin Vettori, Paulo Costa battu en octobre dernier par Israel Adesanya, TKO au deuxième round. Marvin Vettori qui a subi le même sort, enfin battu par Israel Adesanya mais par décision unanime en juin dernier. Et là, donc le numéro 2, Paulo Costa, affronte le numéro 4, Marvin Vettori qui lui aussi était passé de numéro, je crois que c'était quelque chose comme numéro 8 à numéro 3 en s'imposant en short notice contre Kevin Holland qui était numéro 9. Donc voilà. Ouais, c'est ça, c'est bon, les rankings, voilà, tu vois, c'est une critique que j'ai faite à propos d'Islam Makhachev, mais que les gens soient bien, me comprennent bien, je la fais à propos de tout le monde, c'est-à-dire c'est un peu n'importe quoi les rankings du UFC, et c'est un peu, je te dis, ça suit les agendas et les impératifs de l'UFC, vu que c'est l'UFC qui les fait de toute façon. Donc c'est pas un truc parfaitement objectif et parfaitement neutre et rationnel. Donc oui, bon, écoute, c'est un combat qui moi personnellement me dit bien. Je trouve ça intéressant. Ce sera en 3 rounds probablement. Non, ce sera en main event. Ce sera un main event, donc en 5. Main event le 23 octobre prochain. Alors là, je trouve ça intéressant parce que moi, j'aurais tendance, mon point de vue, hein, pour faire full disclosure sur ce que je pense. Je pense qu'en 3 rounds, je la donne à Costa. En 5, je la donne à Marvin. Pareil. C'est un peu comme ça que je vois les choses. Je pense que Costa. Bon, le truc, c'est que Costa, il a vu son stock s'effondrer avec la défaite qu'il a prise contre Israel Adesanya, parce que c'est une défaite où il a vraiment pas pu s'exprimer. Tu sentais qu'il était vraiment,
pas à l'aise enfin quand tu vois le combat tu te dis mais jamais dans 1 million d'années ce mec-là bat Israël Adesanya, tu vois. Alors qu'il y a des combats où tu te dis bon si tu fais 2-3 ajustements peut-être que ça peut s'améliorer, tu vois. Là stylistiquement c'était une catastrophe, il a été vraiment euh, bah, c'est-à-dire déjoué, battu, doublé par Adesanya à tous les niveaux, tu vois. Et je pense que là c'était assez dur à voir au niveau des échanges parce qu'il n'arrivait pas à installer sa pression et du coup il était attentiste et il restait à l'extrémité des attaques d'Adesanya, ce qui l'a rendu complètement vulnérable aux stratégies en low kick qui a précipité sa chute à la fin du combat. Donc ouais, faut pas non plus trop, tu vois, faut pas non plus trop comment. Mon cher Polydomso, il y a des petits bruits, des petites nuisances sonores, je ne sais pas ce que c'est. Et moi je sais, c'est qu'il y a des travaux en face de chez moi. Oh là, oh le pauvre Polydomso. Je n'y peux rien, excusez-moi. Oh. D'ailleurs, est-ce que les gens vont me faire un peu comme, tu sais, vont savoir où est-ce que j'habite au vu des travaux. Tiens, tiens. Bref, non, et donc je disais, oui, il faut pas non plus tirer trop de conclusions là-dessus. Il est tombé sur le meilleur striker, un des meilleurs strikers de l'UFC et le meilleur striker de les divisions, ça c'est évident. Il est tombé sur un mec qui avait plus de savoir-faire en termes de déplacement et qui l'a déjoué. Et en fait, le problème d'un mec comme Costa, c'est qu'il a un style qui est tellement, c'est toujours la même stratégie qu'il utilise de combat en combat. Et à partir du moment où tu déjoues cette stratégie, et comme en fait, il avait jamais rencontré quelqu'un qui avait réussi à faire déjouer cette stratégie, il avait jamais eu besoin de s'adapter. Là, on a bien vu dans son combat contre Israël Adesanya qu'il était complètement perplexe et désarmé. Il savait pas quoi faire en fait. Et il a essayé de faire un peu du Yoel Romero, sauf que Yoel Romero, tu peux pas limiter ce mec-là. Tu vois, il a des capacités physiques et athlétique, si tu les as pas, tu les as pas. Il est très athlétique, Costa, mais il a pas l'explosivité et la vitesse de Romero, tu vois. Donc c'est pour ça que c'est un peu, ça a été un peu une débâcle cette histoire. Mais je pense que contre tout autre adversaire, il reste quand même très très bon. Et contre Marvin Vettori, ouais, tu vois, je me dis Marvin Vettori, il sait pas esquiver comme ça la pression, il sait pas faire des déplacements latéraux, il n'est pas non plus excellent en contre. Donc il y a moyen que sur les premiers rounds, honnêtement, il lui mette la pression. Il a une bonne takedown de défense quand il a de l'énergie, Paulo Costa. Donc s'il lui marche dessus et qu'il commence à l'attaquer au corps et à lui faire mal, ça peut très très bien marcher sur les premiers rounds. Après, le truc de Marvin Vettori, c'est que le mec, il est fait en titane, quoi. Tu peux pas le finir, quoi. Il a un menton de dingue, il est vraiment dur et il lâche pas l'affaire. Donc je pense que c'est pour ça. Moi, sur 3 rounds, j'aurais eu tendance à privilégier Costa parce que je pense que sur les premiers échanges, en termes de striking et d'agressivité, ça va être Costa qui va être un peu plus, qui en voudra plus, qui aura plus la dalle et qui va plus mettre la pression à Marvin Vettori. Mais après, Marvin Vettori, sur les derniers rounds, il utilisera bien son jab. Il a un bon jab. Et quand, en fait, Costa ne mettra plus la marche avant, parce qu'il sera trop fatigué pour la mettre avant, il va subir le jeu de Marvin Vettori. Marvin Vettori, le truc, c'est que, pareil, lui aussi, il subit un peu le trait. Alors, avec un moindre degré, évidemment, mais les gens se disent, bah, il était jamais bon, il a perdu nettement contre Israël Adesanya, il n'était pas au niveau. Israël Adesanya, il est exceptionnel, les gars. Hein. C'est un mec, faut pas non plus se laisser abuser par le fait qu'il a été battu par Blachowicz. Il est quand même excellent, très très bon. Il a nettoyé la catégorie des middleweight, Israël Adesanya. Donc Marvin Vettori, c'est un combattant qui est assez simple dans ce qu'il fait. Tu vois, ce qu'il fait, c'est vraiment le basique, le fondamental, du bon jab. Alors il s'est un peu plus concentré sur sa boxe. Moi, je pense que c'est un des problèmes qu'il a, c'est qu'il a un peu abandonné le jeu en kick qu'il avait avant. Ça a jamais été Saenchai. Hein. Faut pas mal comprendre ce que je vais dire, mal interpréter ce que je vais dire. Mais avant, il avait des middle kicks, il avait des low kicks. Tu vois, il avait un jeu un peu plus varié debout. Là, il est tombé un peu amoureux de ses mains parce que ce qu'il fait, il le fait bien. Hein, le double jab et le cross. Il arrive même à contrer. C'est quand même un des rares qui a réussi à contrer Israël Adesanya debout. Tu vois. À le piéger sur un jab et tout. Bon, ça ne l'a pas fait gagner le combat parce qu'il n'a pas de pouvoir de KO, mais il l'a touché plusieurs fois Adesanya comme ça. C'est très rare les gens qui arrivent à installer ça. Donc c'est quelque chose qu'il maîtrise. Le problème, c'est qu'il n'a pas le venin dans les poings, tu vois, pour faire suffisamment mal là-dessus. Et c'est pour ça que son jeu c'est un peu simplifié. Mais néanmoins, c'est simple, mais il le fait bien. Donc le jab, les takedowns et tout, il a tout ça. Il a de la résistance physique. Et il est toujours là, même sur la fin du combat, tu vois. Donc c'est pour ça, je pense que là, on est classiquement dans un cas de figure où les deux combattants sont les meilleurs quand c'est eux qui mettent la pression. Je pense que ce soit Vettori ou Costa, ils sont vraiment pas très bons quand tu leur marches dessus. C'est pas le truc qu'ils apprécient le plus. Et en revanche,
Costa, c'est le genre de mec qui va mettre la pression à fond dès le début, il va adopter un rythme de malade sur les premiers rounds. Si tu survis à ça, ensuite, la fin du combat te privilégie. Et pour le coup, Marvin Vettori, je pense que c'est un peu plus un diesel. Tu vois, il a le temps de se mettre en place, d'installer son jab, d'installer ses takedowns et tout. Donc c'est pour ça, c'est un truc qui se croise. Soit Costa termine le combat rapidement, soit Vettori revient sur la fin. Voire, moi, je ne serais pas surpris qu'il soumette Costa sur le round 4 ou 5. C'est une possibilité pour moi. Complètement, sachant que ce sera le deuxième combat prévu en 5 rounds pour Paulo Costa, qui jusqu'à maintenant n'a toujours pas dépassé les 3 rounds en carrière. C'était une seule fois face à Yoel Romero, il s'était imposé par décision. Il y a aussi eu Cher Polydomso, bon après ça vaut ce que ça vaut, hein, ça vaut ce que ça vaut, mais Colby Covington, Cody Garbrandt qui va débuter en flyweight face à Kai Kara France. Ah non, Kai Kara France, pourquoi tranquille. Kai Kara France, ouais. Septième chez les flyweight. Bon. Kai Kara France, on l'aime bien parce qu'il est City Kickboxing. C'est pas le plus talentueux de la team City Kickboxing, je trouve. Maintenant, c'est un bon combat de départ pour Cody Garbrandt. Là, clairement, il a pas le droit de perdre, hein, clairement, sur ce combat-là. Voilà, c'est ça. Parce qu'il est jeune, Cody Garbrandt, et je me dis, cutter pour aller dans une catégorie dont tout le monde se branle, enfin, c'est un peu... Non, mais je le dis, avec mes mots à moi. On m'a reproché que j'étais vulgaire. Alors, je vais être très très clair. Moi, j'assume totalement ma vulgarité, c'est-à-dire, et plutôt ma grossièreté. C'est pas exactement la même chose. Des gens apprendront à faire le distinguo entre grossièreté et vulgarité, et je cultive justement cette grossièreté. Donc voilà, je le dis clairement, les mots ont un sens. Les mots ont un sens, monsieur. Tout le monde se branle de cette caté, c'est terrible. Malgré le fait qu'il y a de très bons athlètes dedans, hein, Deiveson Figueiredo, Brandon Moreno sont des gens exceptionnels, et on peut peut-être espérer que Brandon Moreno réinsuffle un souffle dans cette catégorie, que moi, personnellement, j'apprécie en plus cette catégorie. Mais ça a toujours été le problème de la médiatiser, de la mettre en avant. Donc peut-être que si Garbrandt arrive, tu vois, par exemple, il met KO Kai Kara France en 30 secondes et il monte et il fait un run dans cette catégorie, il va peut-être... Même pas besoin de run, hein, parce qu'à la base, il devait affronter directement Figueiredo à la place de Rob Font il y a quelques mois de ça, mais à cause du Covid, il n'avait pas pu avoir son title shot. C'est vrai, j'avais omis ce détail. Donc bref, oui, ça peut être pas mal pour la catégorie flyweight. Maintenant, j'ai un peu de doute sur... Personnellement, je pense que ça sent mauvais en fait pour Garbrandt. Soit réduit à faire cette descente, je sais pas du tout dans quel état il va être en flyweight. Il y aura toujours cet inconnu. Maintenant, s'il arrive à bien faire son cutting, ce sera peut-être un des rares flyweight à avoir ce type de pouvoir de KO et ce style-là. Tu vois, il y en a plus, je pense, actuellement. Il y avait Deiveson Figueiredo. Figueiredo, il va monter, je pense. Je pense aussi. Hors trilogie contre Brandon Moreno, il peut plus, en fait. Ouais, je pense que c'est vraiment très, très difficile. C'est quelqu'un qui a déjà raté des pesées, en plus, Figueiredo. Donc, je pense que c'est d'ailleurs ce qui lui a coûté sa revanche contre Brandon Moreno. Au-delà du fait que Brandon Moreno est exceptionnel, hein, mais ça a clairement joué, je pense, dans son combat, dans son revanche. Il était... ça s'est senti dans le combat qu'il essayait à tout prix de précipiter la fin. Encore une fois, parce que en termes d'endurance et les cuttings, c'est de plus en plus dur à faire. Hein. C'est pas, il y a pas une méthode. Enfin, à partir du moment où tu as une méthode, évidemment, si tu le faisais comme c'était Morgan Charrière qui nous avait expliqué que les premiers cuttings qu'il avait fait, il avait mangé que de la salade pendant des semaines et tout. Bon. À part si tu as ces méthodes artisanales et qu'on t'apprend vraiment une bonne méthode de cutting, là, tu peux t'améliorer et vraiment. Mais à ce niveau-là, ils savent tous cutter. Donc, s'il a foiré des weight cuts, hormis accident, blessure ou des trucs comme ça, c'est que en fait le corps arrive à sa limite en fait. Et donc moi je pense qu'il va monter et comme il va monter, il y aura plus de vrais KO artistes dans cette catégorie. Donc c'est vrai que Garbrandt peut tirer son épingle du jeu, mais moi j'ai comme un doute, tu vois. Je me dis, je sais pas s'il va être capable de maintenir sa vitesse, son explosivité, son endurance aussi, hein, parce qu'il a jamais eu de problème de cardio, Cody Garbrandt. Donc tout ce package, est-ce qu'il va le maintenir en flyweight? Je sais pas. Kai Kara France, c'est un combattant qui est complet, qui est pas trop. Enfin, si tu veux, d'un point de vue, s'il y avait pas cet inconnu de weight cut, je pense que c'était le combat parfait pour faire briller. Je suis entièrement d'accord avec toi. Mais c'est dommage pour Kai Kara France quand même parce qu'il insufflait quelque chose de nouveau dans cette catégorie. Tu vois, je le mets en dessous quand même des Askarov, mais tu vois, ça fait partie des mecs qui
pour la suite Ouais, sont non, intéressants. bah pour moi, il aurait pu être un peu un Dan Hooker de la catégorie. Je Ouais. pense pas, j'aurais du mal à Non, imaginer pas qu'il soit champion. champion ou même qu'il soit vraiment pérennial Contender. challenger, ouais, contender, ça j'y crois pas. Mais il avait ce truc, c'est un mec dans la bonne nuit, il peut battre des mecs vraiment bons, tu vois. Bah, comme Dan Hooker en fait, dans le bon soir, il peut battre un top 5 ou accrocher Dustin Poirier, tu vois. Mais après, l'imaginer champion et tout, j'ai un peu de mal pour le coup. Voilà, en tout cas, je pense qu'on a fait le tour. Cody Garbrandt, c'est vrai que là, je crois qu'il est à 1-4 depuis sa victoire contre Dominic Cruz en décembre 2016. Personne ne pouvait prédire une telle chute. Tu sais, il y a des trucs comme ça, hein, c'est comme le Machida Era ou des trucs comme ça. T'as des performances où tu te dis le mec va dominer pendant des années, quoi. Et en fait, en réalité, ouais, non, non, c'est malheureux, mais non, c'est comme ça. Eh oui, bon, enfin. C'est la vie, mon cher Polydomso. Bien, c'est terminé pour Y a aujourd'hui. pas de questions? Je pense, on avait quelques questions, mais après, on y a plus ou moins répondu. C'était surtout des petites remarques qui étaient pas mal. Par exemple, il y a les travaux, vous entendez les travaux. C'est Roland qui nous dit que c'est Polydomso qui est en train de construire sa piscine. On a, Ah, la YouTube Money, mec. on a aussi, et puis après, c'était plus des gens qui acquiesçaient tout le savoir de Polydomso. Roland qui poursuit, même Ned Diaz a été choqué par la vulgarité de Polydomso. Oh là 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 là. Ouais. Mais C'est un choix de vie, c'est pas moi qui l'ai choisi, c'est la street qui m'a choisi. aïe 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 aïe. Et puis sinon ouais non c'est plutôt des inquiétudes effectivement tu vois par rapport à Cody Garbrandt effectivement ils sont en train de se dire c'est vrai que là ça renvoie pas forcément ces bons signaux et à quelqu'un c'est Azerty qui conseille plutôt à Paulo Costa de pourquoi pas monter de catégorie donc d'aller en light heavyweight. C'est vrai, honnêtement, moi pareil, on parle de cutting et tout, enfin je sais pas de quelle manière Costa parvient à faire le poids dans la catégorie middleweight. Pour moi, c'est un des grands mystères de la vie avec la conjecture point carré, la quadrature du cercle et enfin voilà, des trucs comme ça. Tu vois, je me dis c'est mystérieux là, c'est de la magie à ce niveau-là, mais bon, il arrive à le faire. Je pense en revanche moi je suis curieux de voir ce que ça va donner dans le round 4 hein. Parce que déjà le round 3 contre Romero. Et en plus, Romero, c'est pas un mec qui met la pression, quoi. C'est Ouais. pas un mec qui te fait cavaler dans la cage. C'est juste Costa qui s'est épuisé en tapant Romero, quoi. Tu vois, c'est vraiment ça, tu vois. Et pourtant, si vous vous souvenez du combat, il y a le deuxième round, je crois, où Romero prend une pause. Ouais. Où tu sais, il fait juste du footwork, un peu de jab et tout. Donc, s'il avait voulu, enfin, et Costa s'épuise juste en le suivant. Donc, tu vois, je me dis, est-ce qu'il arrive j'ai du mal à l'imaginer round 4 réussir à tenir dans ces conditions-là quoi. On Face s'est à un pris mec, aussi énormément de dommages hein, contre Yoel, enfin de dégâts contre Yoel Romero. c'est vrai qu'il avait pris des dommages, mais c'est pas la même. Enfin, tu vois, si tu veux, en termes de d'épuisement physique, tu C'est peux prendre clair. des coups énormes, ça va peut-être te galvaniser, tu vas peut-être tenir si tu as un espace de récupération. C'est comme quand tu prends j'allais dire quand tu prends des shots, tu vois. Si tu, c'est pas la quantité totale, l'espacement entre les shots qui détermine la cuite, tu vois. Comparaison hautement douteuse, hein, j'en conviens. Mais néanmoins, là, c'est pareil. Tu vois, il y a des mecs, par exemple, leur carrière, elle est comme ça. Tu prends un mec comme Max Holloway, il va pas te taper très très fort, hein, mais c'est juste la saturation et le nombre, Exactement. le volume simple va t'épuiser. Un autre exemple, bah, les frères Diaz, très 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 simplement, tu vois, pour le, enfin, tu vois, il y a plein de trucs comme ça parce qu'en fait, c'est pas tellement le dégât. Le dégât, ça rentre en ligne de jeu, en ligne de compte évidemment, mais c'est aussi les efforts que tu vas pousser l'adversaire à faire en fait. C'est aussi ça le jeu de pression. C'est toute une question de compromis, de mesure dans toi, ce que ça va te coûter et ce que ça va coûter à l'autre. Il y a des moments, où les échanges sont meilleurs. Si tu avances sur quelqu'un, déjà, tu te fatigues moins que si la personne recule, parce que c'est plus compliqué de reculer, de gérer sa place dans un ring ou dans un octogone. Donc en fait, en forçant l'adversaire à reculer, à sortir de la cage et à se protéger, toi, peut-être ton effort, ça va être faire de 3 pas en avant, de protéger un petit peu, d'envoyer un jab, ça va pas te coûter beaucoup en termes d'énergie. En revanche, pour l'adversaire, de reculer, de gérer sa défense et de sortir d'un côté ou de l'autre, ça va être plus fatigant en fait. Et c'est ça en fait l'art de mettre la pression et d'épuiser quelqu'un en mettant la pression. Et là, franchement, bah, Vettori, c'est pas le meilleur des ring cutters, mais il est pas mauvais justement. Il est école Rafael Cordero. Tu vois, Rafael Cordero, c'est sa spécialité de créer des mecs comme ça. Tu vois, des mecs qui te poussent contre la cage et qui ensuite te forcent à prendre une décision une fois que tu es contre la cage.
Et ta décision, c'est soit de rester là et t'es dans une position un peu compromise parce que tu peux pas reculer, tu peux pas vraiment bien te défendre, t'es susceptible, t'es fixé en plus, donc on peut t'amener au sol si on a envie de t'amener au sol. Ou alors t'essaies de contourner, de sortir. Et si t'as pas des mouvements à la Cory Sandhagen, bah tu vas te crever quoi. Tu vois, généralement les mecs, tu vois, c'est là où on voit des mecs, tu vois, qui tapent des jogging ou des trucs comme ça parce qu'ils ont pas le savoir-faire, tu vois, de se mettre en L-step, de faire un pas chassé d'un côté de l'autre, de feinter, de faire ce que fait Eddie Alvarez par exemple aussi. Et donc c'est pour ça que ça te crève. Je pense que Paulo Costa, sur son footwork, il a pas ce savoir-faire-là, tu vois. Donc c'est pour ça, je suis curieux de savoir ce que ça va donner. Il peut tout à fait, comme je l'ai dit, tu vois, là j'enfonce une porte ouverte et je pense que tous ceux qui regardent un peu le MMA ont à peu près la même conclusion que moi là-dessus. Faut pas être grand clair, faut pas être Jérémy pour deviner ça, tu vois. Mais en gros, c'est sur les 2-3 premiers rounds, Paulo Costa peut vraiment terminer le combat en agressant totalement Marvin Vettori. Mais ensuite, plus ça va avancer dans le combat, plus c'est Marvin Vettori qui va tirer son épingle du jeu. À suivre, en tout cas, réponse en octobre prochain, main event d'un UFC Fight Night, et pour Cody Garbrandt contre Kai Kara-France, ce sera le 11 décembre prochain. Vous le savez, on est en live sur Twitch pour la plupart des podcasts désormais. Ensuite, ils sont disponibles sur YouTube et toutes les plateformes audio, que ce soit iTunes. N'hésitez pas à mettre les 5 étoiles si vous nous écoutez sur iTunes, mais aussi sur Spotify, Deezer, et j'en passe. Un petit pouce bleu sur YouTube, ça fait toujours plaisir, mon cher Poidomso. Voilà, on va se dire au revoir, on va se quitter. Big shout out à My Sweet Pea, My Sweet Protein. Aujourd'hui, moins 40% sur tout My Protein avec le code La Sueur. Et puis Venom, sponsor de l'UFC et sponsor de La Sueur, vous connaissez. Allez, à très très vite, mon cher Poidomso. C'est ya. Et puis oui, vous avez vu, bien évidemment, le générique spécial Fight Week UFC 265. Pour la première fois dans l'histoire, un Français va peut-être porter une ceinture UFC.